Début 2020, t'as eu une idée avec ton homme. Et si on faisait un bébé? Un an après, force est de constater que bébé n'est toujours pas là. Direction la gynéco pour voir ce qui cloche. Après 3 mois d'analyse et de rendez-vous, le diagnostic tombe enfin. Tu as le syndrome des ovaires polykystiques, communément appelé SOPK. Tu comprends alors pourquoi tes cycles sont irréguliers, durent en moyenne 40 jours, et pourquoi t'as toujours de l'acné, bien que tu sois sortie de l'adolescence depuis environ 20 ans. Du côté de ton homme, c'est pas la grande forme non plus. T'as 35 ans, alors que toutes tes copines ont au moins 2 enfants, alors que t'as l'impression d'être entourée de nanas qui arrivent à tomber enceintes rien qu'en regardant le caleçon de leur mec, tu comprends que pour toi, pour vous, ça va être compliqué de faire un bébé. Alors tu manges un carré de chocolat pour te réconforter. Une fois toutes ces analyses en poche, direction le centre de fertilité. T'arrives avec toute ta vie hormonale, tes analyses, tes échographies, et tu dis « Du coup, maintenant, on fait quoi ?» Je vais vous donner un traitement et quelques analyses complémentaires à réaliser. Alors, à J+2 de votre cycle, vous aurez déjà cette première analyse de progestérone à réaliser. Ensuite, à J+21, vous aurez cette deuxième analyse de progestérone. Ensuite, de J+2 à J+6, je vous donne ce premier traitement à prendre. C'est pour la stimulation ovarienne. Ensuite, de J+20 à J+26, vous aurez ce deuxième traitement à prendre. Puis entre J+10 et J+12, vous aurez à prendre rendez-vous pour faire une échographie de contrôle pour vérifier que la stimulation ovarienne a bien fonctionné. Le jour de l'échographie, vous aurez une analyse de sang à faire. Pensez à y aller tôt pour avoir les résultats au moment de l'échographie. Toutefois, avant de commencer, je vous donne cet examen à réaliser qui sera à faire entre J+8 et J+13. Vous avez des questions? Et là, t'auras envie de répondre. Oui, c'est à J+ combien quand on se jette par la fenêtre? Parce qu'en vrai, t'as une tête qui ressemble à ça. T'es assommé par la quantité d'informations qu'on vient de te donner, mais tu veux essayer de tout retenir car tu veux raconter le soir à ton conjoint tout le processus à suivre. Tu voudras en savoir plus sur un point. L'examen dont vous me parlez, c'est quoi en fait? Ah, c'est une hystérosalpingographie. Une quoi? Une hystérosalpingographie. C'est pour vérifier que vos trompes ne sont pas bouchées. Et là, t'as un flashback. T'as un vague souvenir que ta gynéco t'a parlé de cet examen, qu'elle voulait éviter de te prescrire. Tu te souviens d'avoir regardé des avis sur internet et t'être dit à ce moment-là que tu préférerais avaler un verre de Destop pour déboucher tes trompes plutôt que de réaliser cet examen. Et on est vraiment obligé de faire cet examen parce que j'ai entendu dire que c'était pas super agréable. Je vois que vous êtes déjà bien renseigné. Je vous donne le numéro de 2 centres pour réaliser cet examen. Toutefois, je vous conseille d'appeler le premier numéro en haut de la liste. Les patients qui ont réalisé cet examen là-bas ont dit que ça ne faisait pas mal. Fantastique! Me voilà hyper rassurée, merci. Vous avez d'autres questions? Essayons toujours de voir le côté positif des choses. Tu auras une dernière question. Alors oui, je me demandais si potentiellement avec la stimulation ovarienne, est-ce que éventuellement je peux avoir l'espoir d'avoir des plus gros seins? Ah non, pour avoir des seins, il faudra attendre la grossesse. Tu repars donc avec tes petits seins et ta dizaine d'ordonnances sous le bras. Et en rentrant chez toi, tu mangeras des gâteaux pour apaiser ton anxiété face à tout ce que tu vas devoir faire. Puis vient l'attente. C'est l'un des rares moments de ta vie où tu attends impatiemment d'avoir tes règles, car c'est à ce moment-là que tu as l'impression que les choses peuvent avancer. Tu finiras par prendre rendez-vous pour la fameuse hystérosalpingographie, mot que je vous conseille de retenir si vous jouez au Scrabble, en appelant le premier centre en haut de ta liste, celui qui ne fait pas mal. Cette prise de rendez-vous devant être faite le premier jour de tes règles, règles qui ont mis tellement de temps à arriver du fait de ton SOPK, tu auras presque envie de papoter avec la secrétaire au bout du fil. Oui, bonjour, je vous appelle pour vous dire que j'ai mes règles. Oui, merci. Après 40 jours d'attente, ça se fête, Oui, alors figurez-vous que j'ai même caressé l'espoir d'être enceinte, mais bon, faut pas trop en demander quand même, Mais tu te contenteras d'un discours plus conventionnel. Oui, bonjour, je vous appelle pour prendre rendez-vous pour une hystérosalpingographie, s'il vous plaît. Vous avez pas de place? Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais en fait, j'ai des cycles qui durent 40 jours, donc je ne vais pas attendre mon prochain cycle pour avoir un rendez-vous.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas un petit créneau? Ok, tant pis. Par dépit, tu appelleras donc le deuxième centre. Tu auras rendez-vous une dizaine de jours plus tard. Et durant cette période, tu mettras de côté tous tes principes de manger du fait maison, bio, de manière écolo, car tu te dis que réaliser cet examen va juste être horrible, et la seule chose qui te permet de calmer ton inquiétude sur l'instant, c'est manger. Le jour de l'examen arrivera, et tout se passera bien. En rentrant, tu t'arrêteras à la boulangerie te prendre un gâteau pour fêter ça, tellement tu seras contente. La suite de ce parcours n'est pas encore écrite, mais en attendant, je vous propose un petit débriefing de tout ça. Je vous propose qu'on divise ce débrief en deux parties. Une première partie consacrée au désir d'enfant et une deuxième partie consacrée à l'alimentation. Concernant le désir d'enfant, tout ce que j'ai pu illustrer dans cette vidéo, j'ai envie de dire à 95% est vrai. Là où j'ai peut-être un petit peu plus caricaturé, c'est au niveau du médecin. Alors certes, les rendez-vous sont assez speed, mais pour autant, on a toujours pris le temps de bien nous expliquer, de bien répondre à nos questions, même si certaines peuvent paraître parfois insolites et farfelues. Voilà, on a toujours pris le temps de bien nous répondre. Donc ça, je pense que si vous êtes dans ce process, c'est assez important que vous ayez vraiment, que vous soyez bien entouré et que vous ayez le feeling avec toute l'équipe médicale en fait qui va s'occuper de vous. Au vu de tous les examens et analyses réalisées, on rentre donc dans un processus de PMA, donc de procréation médicalement assistée, ce qui veut dire qu'on va nous aider à avoir un enfant, certainement via une FIV, une fécondation in vitro. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà pour ma part, en ce qui me concerne, moi je suis un petit peu toute seule dans mon entourage à être concernée par cette situation. Ou alors ce sont des amis d'amis, enfin voilà, c'est pas pareil. Et moi ce qui m'a aidée justement, enfin ce qui m'aide encore d'ailleurs, c'est justement de suivre des femmes sur les réseaux sociaux qui témoignent de leur parcours, qui témoignent qu'elles ont réussi à avoir un enfant. Et voilà, ça me permet parfois de me préparer à ce qui m'attend, de me dire que c'est possible, qu'on peut y arriver et de garder espoir tout simplement et de voir qu'on n'est pas tout seul dans tout ce cheminement. Le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est aussi la manière dont vous pouvez aborder ce processus. J'ai passé cette année 2021 rythmée par tous ces rendez-vous médicaux, tous ces délais d'attente, toutes ces analyses à faire en fonction de son cycle et j'ai vraiment eu l'impression de subir en fait toutes ces étapes à franchir, toutes ces étapes à réaliser. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas être actrice et de ne pouvoir rien faire d'autre que d'être rythmée par tous ces rendez-vous médicaux. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est fin 2021, 2022 arrive. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie que 2022 soit comme ça, j'ai pas envie d'avoir cette impression de subir tout ça, j'ai vraiment envie de mettre plus de joie dans ce processus, d'être davantage actrice, et voilà, je voulais que 2022 soit différent. Et ce qui s'est passé en fait durant toute cette année, c'est que je ne voulais pas trop m'intéresser au sujet. C'est-à-dire que je suivais, on va dire, 3 comptes sur Instagram orientés là-dessus. Mais par exemple, je ne voulais pas lire de livres sur le sujet, je ne voulais pas écouter de podcast à propos de ça, parce que je partais du principe que si je m'intéressais au sujet, j'allais y penser trop, justement, forcément de manière négative. Sauf qu'en fait, j'y pensais déjà de manière négative, sauf qu'en refusant en fait de m'intéresser davantage au sujet, je me privais du fait de pouvoir penser différemment à tout ce processus. C'est-à-dire que je restais finalement dans mes pensées négatives et dans ma rumination et je ne m'offrais pas la possibilité de penser à tout ce processus de manière différente et de manière plus positive, en ne m'y intéressant pas du coup. Je me suis dit, ok, là actuellement tu suis 3 comptes sur Instagram, dont un que j'aime beaucoup, qui a été créé par Mia, qui s'appelle PMA, et elle a rebaptisé en fait les lettres PMA en Positive Mind Attitude. Donc je trouve que déjà, voilà, moi j'adore ce principe-là. Je suivais déjà tout son contenu, tout ce qu'elle proposait sur Instagram et je savais qu'elle avait écrit un livre. Donc je me suis dit, ok, allez, je me lance, j'achète son livre. Donc je me suis procuré son livre qui s'intitule « C'est parce que t'y penses trop ».
Et en fait, elle raconte son parcours parce qu'elle aussi a été dans cette démarche-là. Donc, elle a réussi à avoir un enfant. Et elle donne dans son livre des astuces et une manière différente en fait de penser à la chose. Et elle commence son livre par une citation de Anthony Robbins que je vais vous lire, qui dit « Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment qu'il faut considérer ce refus comme définitif. » Donc je trouve que déjà le ton est donné. C'est en pensant aussi de manière positive qu'on donne des chances au processus de réussir. Donc forcément, je me suis procuré ce livre-là et comme à chaque fois, quand vous achetez quelque chose, vous avez souvent d'autres articles similaires qui se présentent à vous. Je me suis offert du coup ce carnet qui est en fait comme un journal de bord qui s'appelle Ma fille et moi et qui permet de retracer un petit peu tout le parcours, tout votre parcours avec vos rendez-vous médicaux, les examens que vous suivez, des petits rappels, un calendrier. Vous pouvez noter aussi vos impressions. Donc c'est un livre que vous pouvez colorier. Pour terminer, je me suis enfin procuré aussi ces cartes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ce sont aussi des cartes qui retracent tout ce qu'on peut vivre lors d'un parcours PMA. Donc là, vous aviez premier rendez-vous PMA. Vous avez une carte qui s'appelle Déclenchement Today. Vous avez une carte qui s'appelle Embryon à bord. Et au dos de chaque carte, donc, vous pouvez noter la date avec le commentaire, avec vos ressentis sur le moment. J'ai voulu procurer tous ces outils, si on peut appeler ça comme ça, de manière à mettre plus de joie justement dans tout ce chemin et à être davantage créatrice. Et je me suis dit en fait plusieurs choses. On arrive là à fin 2021 qui a été donc une année ponctuée par toutes les analyses qu'on a pu faire. Et je me suis dit comment j'ai envie en fait de me souvenir de ce moment-là, comment j'ai envie de me souvenir de ce parcours, de ce processus. Est-ce qu'avec le recul, j'ai envie de me dire, oh là là, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était lourd, j'ai vraiment eu l'impression de subir tout ça, j'ai absolument pas envie de revivre ça. J'ai vraiment eu envie de mettre toutes les cartes de mon côté pour me souvenir de ce chemin vraiment de manière plus positive. La deuxième chose aussi que je me suis dite, et ça c'est en lisant un commentaire d'une femme qui avait acheté le carnet, qui disait je me suis procuré ce carnet, comme ça je pourrais montrer à notre enfant la manière dont s'est passée sa conception, comment on a vécu tout ce cheminement. Et je trouve effectivement que oui, ça laisse un super souvenir. Et la troisième chose, c'est que je me suis dit ça pourra montrer aussi à notre enfant que c'est pas une fatalité, que oui, on peut avoir des difficultés dans la vie. Je veux lui montrer qu'il pourra choisir la manière dont il veut vivre certains processus, certaines difficultés qu'il aura dans sa vie, que certes, la vie n'est pas positive à 100% du temps, c'est forcément du 50-50. Lui montrer vraiment qu'il peut être créateur et qu'il peut vraiment choisir la manière dont il veut vivre la chose. Voilà. Et donc vous montrer à vous aussi que vous pouvez complètement choisir la manière dont vous voulez vivre tout ce parcours. Voilà, donc c'était la première partie consacrée au désir d'enfant, au parcours PMA. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider si vous êtes dans ce processus-là. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du débrief et on va parler alimentation. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de manger ses émotions. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie et j'aide principalement les femmes à faire la paix avec la nourriture, à les aider à retrouver une relation sereine avec l'alimentation et à améliorer leur vie de manière générale, parce que souvent ce qui se passe dans notre vie reflète souvent la relation qu'on a avec la nourriture. Donc c'est aussi en améliorant notre vie qu'on améliorera notre relation avec la nourriture. Et donc dans la vidéo, j'illustre le fait de manger dès qu'on ressent une émotion désagréable. Là, c'était à chaque fois que j'avais un rendez-vous médical, que je recevais un diagnostic, du coup que je me sentais stressée, déçue, anxieuse. J'illustre dans la vidéo le fait que je réponds à ces émotions en mangeant. Donc dans la réalité, ça s'est pas vraiment passé comme ça, je l'ai vraiment fait exprès pour la vidéo. Mais je voulais vous parler de ce sujet parce que, alors déjà on a tendance à beaucoup diaboliser le fait de manger par émotion. Manger par émotion, c'est ok, c'est tout à fait normal. On peut tout à fait manger parce qu'on s'ennuie, parce qu'on se sent stressé, déçu, parce qu'on a eu une journée pourrie.
la nourriture a vraiment ce rôle-là de réconfort et c'est tout à fait ok. Là où effectivement ça peut devenir problématique, c'est quand la nourriture devient à chaque fois votre moyen de répondre à une émotion désagréable. Le but est effectivement de trouver un autre moyen, que ce ne soit pas systématiquement la nourriture, qui vous aide à faire face à vos émotions désagréables. Et je vois souvent indiquer, oui, si vous ressentez une émotion négative ou désagréable, on va dire, faites autre chose, trouvez quelque chose qui pourrait vous satisfaire, allez courir, allez lire un livre, prenez un bain, appelez une copine, etc. Bon. Alors je suis ok effectivement sur le principe, mais pour moi on passe pas d'un état où fréquemment on mange dès qu'on a une émotion désagréable, si c'est à une fréquence assez régulière avec des quantités importantes, à ah bah oui là je suis pas bien, je vais aller lire un livre, j'ai pas du tout envie de manger. Il y a certains paliers à franchir avant d'en arriver à ce stade-là. Donc le premier palier que vous pouvez expérimenter, c'est au moment où vous ressentez une émotion désagréable et que vous avez envie de manger, réfléchissez déjà à l'émotion que vous ressentez. Essayez d'avoir un carnet à côté de vous ou alors notez dans votre téléphone qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T et quelle est la pensée qui crée cette émotion. Ayez donc déjà cette manière de vous observer avec curiosité. Si vous mangez après, c'est tout à fait ok. Le but, ce n'est pas de se juger, de culpabiliser, de se dire encore qu'on a échoué comme dans une mentalité de régime, non. Le but, c'est vraiment d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à mieux gérer vos émotions, à voir ce qui pourrait vous satisfaire. Et le but, c'est vraiment d'aller creuser et petit à petit, en répétant à chaque fois ce questionnement, vous arriverez petit à petit à vous détacher de la nourriture, à vous dire ok, c'est cette pensée-là qui crée cette émotion, quelle autre pensée peut être vraie ? Et petit à petit, vous verrez que vous arriverez à vivre cette émotion sans forcément avoir recours à la nourriture pour masquer cette émotion. L'autre élément aussi à prendre en compte dans ce cheminement, c'est de réfléchir à vos pensées sur la nourriture. Si par exemple vous avez envie de chocolat mais que vous vous dites le chocolat c'est mal, c'est pas bien d'en manger, quelles vont être les conséquences sur mon poids, oui mais j'en mange là mais après c'est tout, j'arrête, je ferai attention. Vous vous mettez alors dans un état de privation, de frustration et forcément vous accordez une valeur haute au chocolat. Et forcément, quand vous allez ressentir une émotion désagréable, votre cerveau, lui, a juste envie à ce moment-là que vous lui foutiez la paix. Et il va vous dire, non mais là c'est bon, fais-toi plaisir, réconforte-toi avec du chocolat, ça fait X temps que tu t'en prives, donc là fais-toi plaisir. Donc vous allez vous jeter sur le chocolat et potentiellement au lieu de manger un seul carré, vous allez peut-être manger la tablette entière. Donc identifiez aussi quelles sont les pensées que vous avez sur la nourriture et peut-être sur certains aliments en particulier. On a tendance à beaucoup diaboliser le gras et le sucre. Quelles sont vos pensées sur ces aliments-là ? Est-ce que vous en accordez régulièrement ou est-ce que vous avez plutôt l'habitude de vous en priver ? Parce que plus vous vous priverez d'un aliment, plus vous aurez envie d'en manger et plus c'est vers cet aliment-là que vous vous tournerez quand vous aurez besoin de réconfort. Donc arrêtez de catégoriser les aliments et remettre la nourriture, enfin tous les aliments sur un même pied d'égalité, c'est aussi un travail à faire pour arriver à mieux gérer ses émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je reste disponible, du coup si vous voulez me contacter par mail, par message privé, pour échanger soit sur l'alimentation, vu que c'est plus mon domaine de prédilection, soit sur un parcours PMA, si vous aussi vous êtes dans ce process-là, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.